je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi j'œuvre aussi. J'ai trouvé une vraie thérapie aussi à travers l'enseignement. C'est ce qui me booste tous les jours. Et je me découvre aussi derrière ça. Avec les autres, il y a un vrai cheminement qui se fait. Et c'est la beauté de l'enseignement et puis de la pratique du yoga. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Et demain, c'est la journée internationale du yoga. Voilà, l'objectif de cette journée, c'est de vous sensibiliser aux multiples bienfaits du yoga et à son art de vivre. On en parle ce matin jusqu'à 10h avec mon invité qui s'appelle Kaina Ketan. Bonjour et bienvenue, Kaina. Bonjour Philippe. Merci, Namasté. Namasté. Exactement. Comme ça, rassurez-vous, ça va bien se passer. Tout va bien. Bien. Vous êtes spécialisé en hatha, vinyasa, restauratif. Restauratif yoga, oui. Yoga. C'est pour moi, c'est du chinois. Je vous dis tout de suite. J'ai regardé sur la fiche, mais et vous êtes formé à la méthode de Gasquet, notamment pour les en postpartum. Tout à fait. Voilà. En gros, vous donnez des cours de yoga en présentiel et en distanciel, et vous avez créé votre propre studio, on peut dire. Oui, en ligne. Je donne des cours aussi sur Paris, en présentiel, et puis j'organise des séjours en France et à l'étranger de façon régulière sur toute l'année. Ça s'appelle Yogini Infinity. C'est ça. Yoga pour tous. J'attendais le bon moment pour vous inviter et c'est le bon moment. Je pense maintenant, je regarde ce que vous faites un petit peu sur les réseaux. Vous êtes alignés, comme on dit, les planètes se sont alignées. C'est ça. On va voir avec vous comment vous avez décidé de devenir votre propre médicament. En littérature, on dit que on corrige ses épreuves et que dans la vie, ce sont les épreuves qui vous corrigent. Vous, ça commence un jour, on vous fait un diagnostic. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est arrivé comme ça subitement. Je faisais mes études de droit en l'occurrence. Et puis, c'est vrai que la vie était un petit peu rapide, tout se bousculait autour de moi et je sentais justement que j'étais pas alignée, comme vous le précisiez juste avant. Et puis, quand on sent qu'on n'est pas aligné, justement, la maladie se manifeste pour nous dire « Attention, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a des réglages à faire. » Et c'est là que le diagnostic de la sclérose en plaques est tombé. Et puis, j'ai pas tout de suite compris qu'il fallait faire les changements. Et ça a commencé comment ? Vous avez eu des symptômes ? Oui, j'ai perdu la vue subitement. J'étais dans le métro, je courais, puis j'ai commencé à voir flou, je voyais plus trop les couleurs ni les visages. Et ensuite de ça, j'ai fait quelques examens et c'est là qu'on m'a diagnostiqué cette sclérose en plaques. Et puis pour moi, c'était vraiment l'opportunité du changement que j'attendais tant. Et puis j'avais peur aussi de sauter le pas. Et à ce moment-là, pour moi, c'était comme une question de vie ou de mort. Il fallait absolument que je tourne la page de quelque chose et que je sorte de ma zone de confort absolument. Mais est-ce que finalement c'est la maladie qui vous a obligé à changer à sortir de l'autoroute en fait ? Est-ce que c'est elle qui vous a obligé ? Oui, totalement. C'est ce que je dis. Je me suis sentie presque contrainte en fait, puisque jusque-là j'avais eu des petits signes qui me disaient c'est pas tout à fait le bon chemin, t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça te convient pas totalement. Mais vous faisiez quoi à l'époque ? Je faisais du droit, je bossais en cabinet d'avocat et j'étais étudiante à la Sorbonne. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais le monde du travail ne me convenait pas totalement parce que je suis hypersensible. Donc pour moi, c'était un milieu qui n'accueillait pas vraiment la personne que j'étais et je ne me sentais pas totalement à ma place. Et donc je forçais, je sentais que j'étais dans un stress chronique et je pense que ça a favorisé le terrain pour la sclérose en plaques. Mais vous n'aimiez pas ce que vous faisiez ? Ah si, justement, vous avez choisi mes études. Vous avez choisi le droit ? Je l'ai choisi, disons que c'était aussi un petit peu la volonté familiale, pour être honnête, mais j'aimais profondément ces études. Simplement, le monde du travail ne me convenait pas à ce moment-là. Vous avez fait très bien ce que vous avez demandé de faire, en fait. Oui, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on est très, très docile. Le conditionnement fait très bien son effet et on ne suit pas forcément les voies qui nous animent et qui nous appellent au départ. Quand on vous annonce que vous souffrez d'une sclérose en plaques, on vous le dit, on pose le mot sclérose en plaques ou on commence à prendre plein de chemins détournés pour vous dire vous avez une maladie neurodégénérative ou auto-immune, enfin,
Au départ, c'est compliqué. Quand on doit poser un diagnostic, on se retrouve un petit peu dans une forme d'errance médicale. Donc, je suis passée de spécialiste en spécialiste, d'examen en examen. Et on m'a pas posé tout de suite les mots, mais je voyais tout le monde s'agiter un petit peu autour de moi, mais je comprenais pas trop pourquoi. Puis, j'ai rencontré un neurologue qui m'a dit, bon, c'est une sclérose en plaques, il faut absolument vous hospitaliser. Donc, j'ai passé... C'est le premier qui vous le dit, là. C'est le premier qui vous dit, oui, voilà, c'est ça que vous avez. Oui, c'est ça. C'est le premier qui me dit, pour moi, c'est une sclérose en plaques. Donc, tout de suite, on va vous hospitaliser puisque je voyais plus d'un œil. Donc, il fallait a priori quand même calmer l'inflammation pour voir si j'allais retrouver la vue complètement. Et qui m'a dit, mais peut-être que dans une dizaine d'années, c'est possible, il faut s'y attendre, que vous puissiez être dans un fauteuil roulant, mais pour éviter et pour repousser cette échéance, vous allez tout de même prendre un traitement avec une piqûre une fois par semaine qui va vous handicaper 3 à 4 jours dans la semaine. Et pour moi, donc pour l'instant, à ce moment-là, c'était pas une certitude, ce traitement. J'ai attendu de voir, déjà de faire mon séjour à l'hôpital. Et puis, j'ai décidé en conscience de ne pas prendre ce traitement. C'est vous qui avez dit non. Pourquoi ? Je sentais pas que c'était le bon moment pour moi. J'avais besoin d'être maître de mon corps, de reconnecter avec lui. Aussi parce que déjà, j'avais eu un choc. Je me sentais un petit peu trahie par mon corps à ce moment-là. Et puis, comme j'ai vécu pendant de longues années vraiment déconnectée de mon corps, je pense qu'il y a eu quelque chose un petit peu d'instinctif, de me dire j'ai besoin d'abord d'apprendre à me connaître, de voir pourquoi c'est là, en fait, de comprendre pourquoi c'est là plutôt que d'anesthésier mon corps avec un traitement et de jamais pouvoir comprendre ce symptôme, en fait. Donc, vous refusez le traitement et vous savez... ce qui peut vous arriver si on vous le dit, si vous prenez pas. Ouais. Totalement, non. Je suis pleinement consciente que je peux avoir une poussée 1 mois après, 3 mois après, mais aussi 10 ans après. C'est ça, pour moi, dans ma tête, c'est que je me dis, il y a cette éventualité-là que ça arrive dans 1 mois, mais aussi dans 20 ans. Donc, dans le doute, on y va, quoi. Votre histoire arrive au même moment où Marine Barnerias sort son livre. Exactement. Oui. Ça arrive exactement au même moment. Oui. Au moment où elle part en voyage, je pars en voyage. Au moment où elle est diagnostiquée, je suis diagnostiquée. Et elle part au même endroit, je crois d'ailleurs. Oui, tout parce à fait. que c'est de mémoire. Ouais, c'est ça. En Nouvelle-Zélande et après elle parcourt l'Asie. J'en fais de même. On ne fait pas tout à fait les mêmes pays. Je pense qu'on se croise à certains moments. C'est pas impossible. C'est incroyable. Mais c'est assez fou. Cette synchronicité. Ouais. Au moment où vous apprenez donc que vous êtes malade, vous décidez de larguer les amarres, de partir. Vous prenez le pays le plus loin sur la carte. C'est-à-dire que quand on regarde, vous n'avez pas, je vais aller à Rome. Non, vous allez en Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'on appelait avant le bout du monde. Exactement. Oui, j'avais envie à ce moment-là déjà d'apprendre l'anglais. Et puis, je pense que j'avais envie de changement, clairement, de sortir de ma zone de confort et partir très loin de chez moi. Donc, 30 heures, c'était vraiment le maximum qu'on puisse faire. À l'époque, on ne parlait même pas encore de zone de confort. L'expression est arrivée après. Vrai. Mais vous étiez de partir. Ouais. Mais de partir loin de vous qui n'avez jamais quitté votre famille, votre cocon familial. Oui, parce que j'étais jeune à ce moment-là. Donc au début, tout le monde m'a pris un petit peu pour une illuminée. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'autre bout du monde, toute seule? Tu parles pas anglais, t'as pas un sou. Il y avait quelque chose de supérieur qui m'appelait à ça. Et je pense que je me suis laissée guider par cette petite voix qui me disait il faut le faire, c'est maintenant ou jamais. Et encore une fois, pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Je le sentais qu'il fallait que je me mette en action. C'était vraiment ça. Parce que pour moi, le symptôme avait mis... c'était une évidence que le fait de perdre la vue, peut-être que je me voilais la face sur certaines choses, des choses que je ne souhaitais pas voir. Et puis, j'avais envie, là, à ce moment-là, de découvrir le monde, de voir, quoi, de m'ouvrir à ce monde. Ouais. C'était ça la symbolique. Vous saviez comment on allait en Nouvelle-Zélande à l'époque ? J'ai pris l'avion déjà, c'est un bon début. Non, c'est pas toujours simple d'aller, c'est pas direct, Paris. Non, oui, j'ai fait une escale, une grande escale. Mais oui, à ce moment-là, il y avait ça existe toujours d'ailleurs, des PVT, des visas vacances-travail pour les moins de 30 ans. Et puis, donc, je l'ai fait pour 1 an. Je savais pas ce que j'allais y faire, je savais juste où j'allais atterrir au départ. Et ensuite, je me suis laissée guider par le voyage et tout est venu à moi au fur et à mesure. Donc, c'était quoi votre première nuit en Nouvelle-Zélande ? Vous avez atterri où ? Je suis arrivée dans une communauté végane autosuffisante. Mais vous étiez végane ou pas du tout à l'époque ? Non,
j'ai atterri là vraiment. J'ai trouvé ça par hasard. J'ai vu qu'on pouvait être hébergé, travailler en contrepartie. Donc j'avais un van, j'ai passé mon permis juste avant. Et puis je vendais des fruits sur le bord de la route avec mon van. Enfin, en Nouvelle-Zélande, ils ne conduisent pas du même côté que oui. nous. Dans cette partie du monde, il faut quand même le préciser. Hein. Ouais, c'était un choc au départ. Donc j'étais vraiment toute paniquée. Donc pour moi, tout était nouveau. C'est du woofing. Complètement. Oui, c'est du woofing, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est hébergé en échange du temps qu'on donne. Totalement, oui. De travail. C'est ça. D'accord. Oui. Et là, à ce moment-là, vous arrivez à ne plus penser à votre maladie, le fait d'être complètement déconnecté, de plus de chez vous. Vous la teniez à quelle distance, la maladie ? C'était toujours dans un coin de ma tête, mais je voulais pas qu'elle prenne trop de place et qu'elle m'empêche de faire des choses et de me mettre en action et que ça me paralyse totalement. Donc pour moi, c'était important de pouvoir rester dans ce mouvement, justement pour ne pas lui laisser trop de place et qu'elle prenne le dessus sur ma vie. Donc pour l'instant, j'étais dans cette découverte de ce pays que je ne connaissais pas, des gens autour de moi, et tout était assez incroyable. Donc je la mettais vraiment de côté et j'étais concentrée sur cette découverte-là pour le moment. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous-même à ce moment-là ? Alors, toute seule au milieu de nulle part, de départ, loin. Ouais. Au départ, c'était pas évident parce que j'avais plein de peurs, de doutes, j'avais plein de casseroles aussi que je me traînais et qui m'empêchaient de faire ce que je voulais, ce que je ressentais au fond de moi déjà depuis plusieurs années. C'était quoi les casseroles ? Un petit peu comme tout le monde, disons, les expériences de vie plus ou moins douloureuses, et puis qui s'accumulent, qu'on n'ose pas regarder. Et en s'accumulant, on le verra en abordant le yoga, le corps parle, le corps se manifeste. Et puis, il faut extérioriser ça, et puis c'est par le corps que ça se passe. Mais je l'ai compris bien après. Donc, au départ, c'est sûr que c'était pas évident pour moi, le fait de ne pas parler anglais, d'être loin de chez moi, d'être face à mes insécurités aussi. Et puis, progressivement, disons que j'ai commencé à prendre confiance dans le voyage, avec les rencontres, et à devenir ma meilleure amie, ma meilleure alliée. Plus on passe du temps avec soi dans cette solitude, plus on apprend à se connaître. Et finalement, c'est assez beau aussi ce qu'on retrouve dans cette solitude. C'est Kaina Ketan qui est notre invitée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un studio qui s'appelle Yogini Infinity, avec un Y à la fin. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que demain, c'est la journée internationale du yoga. Mais ce qui a permis aussi l'explosion du yoga mondialement, on va dire que c'est Instagram. Oui. Ouais, oui, tout à fait. Ça a permis aux gens de connaître le yoga, plutôt la posture, parce que le yoga, c'est quand même assez vaste, mais c'est devenu un petit peu plus accessible, on va dire, notamment pendant le Covid, avec toutes les vidéos, tout le contenu en ligne. Ça a permis aux gens d'en découvrir un petit peu plus. On avait l'impression que le monde entier qui était confiné faisait du yoga chez lui. C'est vrai. On avait l'air cloche si on ne faisait pas de yoga. Tu dis, mais c'est quoi tous ces gens qui se mettent à faire du yoga chez eux dans des postures ? C'est vrai, mais c'était chouette de voir aussi cet élan, puis surtout que les gens avaient envie de prendre soin d'eux, et ça, c'était beau à voir. On évoque ce matin votre chemin de transformation de vie. Vous apprenez un jour que vous êtes atteinte d'une CEP. Vous décidez de partir avec votre sac à dos, en vrai, pas beaucoup d'argent, un téléphone portable, en Nouvelle-Zélande. Vous restez 1 an en Nouvelle-Zélande, c'est ça ? Non, je reste 3 mois au départ. 3 mois, ouais. Puis après, je décide de m'envoler pour l'Asie parce que j'ai vraiment l'appel de l'Asie. C'est un continent qui m'attirait. Je ne savais pas trop ce que j'allais y trouver, quoique je me doutais que j'allais trouver le yoga là-bas. Et puis, pour moi, c'était le gros coup de cœur. D'accord. Ouais, l'Asie, vraiment un gros coup de cœur. Et vous cœur. commencez par quoi en Asie ? Par Bali. Ensuite, Singapour, Hong Kong, le Japon, Vietnam, Cambodge, Inde, Thaïlande. Enfin, j'ai quand même pas mal bougé en Asie. Et quelqu'un qui avait jamais bougé, voyagé, c'est beaucoup. Ouais, c'était énorme. Vous êtes allé marcher sur les traces d'Elisabeth Gilbert.
qui a écrit un livre qui s'appelle Mange, prie et aime, oui. qui se passait à Bali, C'est vrai, qui racontait sa transformation, Ouais. son changement de vie. Un livre qui a inspiré des générations. Oui, hein, oui. C'est vrai que c'est un peu le même principe, c'est se laisser aller au voyage, aux rencontres, et puis de lâcher prise totalement. Il y a vraiment cette idée-là, après la maladie, de se laisser aller, d'arrêter d'être dans le contrôle et d'être dans ce qu'on nous demande d'être, dans cette image parfaitement lisse, que ce soit au travail, en famille, et puis de se laisser aller. Puis on a tous nos conditionnements qui tombent, toutes nos croyances qui tombent, et on est juste... on n'est plus un prénom, un âge, un métier aux yeux des gens qu'on rencontre, et ça, c'est plutôt agréable de repartir comme de zéro, quoi. Vous avez fait des voyages quelque chose de thérapeutique d'une certaine façon. Ouais, ce sont vraiment des voyages initiatiques où mes rencontres me forgent, les lectures aussi que je fais pendant ces voyages, et j'en profite aussi pour me former, pour faire des petits séjours auprès de moines bouddhistes notamment. Qu'est-ce que vous avez lu ? Quels sont les livres transformatifs ? Je le dis souvent à mes élèves, mais pour moi, le livre qui a changé ma vie et qui m'accompagne d'ailleurs est dans mon sac, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et c'est vraiment ce livre qui m'a transformée. C'est l'histoire d'un gars qui ne pouvait plus vivre avec lui-même. Oui, c'est ça, qui a fait une grosse dépression. Voilà, il refusait de vivre avec lui-même. Tout à fait. Et grosse dépression, je crois, vers 29 ans, il en parle. Et puis, il se découvre dans la pleine conscience, dans la pleine présence. Et je réalise que dans ce voyage initiatique, c'est la pleine présence, la pleine conscience qui m'accompagne et qui me soigne. Et c'est grâce à lui que je comprends ça, parce qu'il met les mots sur ce que je vis. Ouais. Il y a des livres qui soignent aussi. Totalement. C'est important, il faut les partager. Ah, oui. Vous l'offrez, ce livre ? Oui, je l'offre. Il a aidé pas mal de personnes dans mon entourage aussi, qui ont guéri notamment d'anorexie. Donc ça, je trouvais ça assez incroyable aussi. Le fait de revenir dans la pleine conscience. C'est vrai que parfois, dans le développement personnel, on a tendance à aller chercher plein d'outils et parfois se noyer dans certains outils parce qu'on a beaucoup de choses maintenant à disposition. Et souvent, je dis à mes élèves que la pleine conscience, elle se suffit à elle-même et que c'est vraiment dans cette pleine conscience qu'on peut trouver les réponses. À quel moment vous avez senti que vous alliez mieux ? Est-ce qu'il y a des moments, mais vraiment précis, qui reviennent à vous ? Alors, surtout quand je me retrouve en nature, je sens comme un bien-être qui m'envahit. Et puis, à partir du moment où je commence à me sentir en confiance. C'est-à-dire que tout se dégoupille comme ça dans mon voyage, comme si tout était naturel, les choses viennent à moi et j'ai très peu d'efforts à fournir. Ça me fait penser à la loi du moindre effort de Deepak Chopra aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et puis, j'avais juste à fournir à faire le premier pas et tout venait à moi. Donc c'est comme si tout était aligné, comme si quelque chose de supérieur me guidait dans cette quête. Et c'est là que j'ai senti que quelque chose m'accompagnait et je me sentais en confiance à ce moment-là. Ouais. Mais une jeune femme qui voyage seule, c'est quand même courageux, parce que en Asie, ça grouille. Ouais, après, il y a des pays, par exemple au Japon, je me suis sentie très en sécurité, ça allait. Après, oui, il y a des villes où, notamment à Hong Kong, j'ai pas trouvé que c'était très chaleureux pour une femme seule. Au Vietnam, dans l'ensemble, ça allait, mais il y a une petite ville où j'étais pas très à l'aise non plus. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été, les gens étaient assez curieux. Donc j'ai quand même fait des belles rencontres, des gens qui m'ont tendu la main quand j'étais bloquée, que ce soit avec une carte bleue, un machin, un truc. Et je me suis retrouvée avec des gens qui m'hébergeaient, qui m'aidaient. Et ça, c'était aussi la beauté du voyage. Et l'expérience de la solitude, alors, vous disiez que vous étiez partie à la rencontre de vous-même. Ça veut dire que vous ne vous connaissiez pas avant de partir ? Non. Non, totalement. Et je pense, comme beaucoup de gens, on porte des masques en société et finalement, on ne se connaît pas vraiment. Et au départ, c'est un petit peu douloureux de se mettre face à soi-même parce qu'on ne voit pas que le beau. C'est pas juste magnifique, cette quête de soi. C'est aussi très, très dur. On vient vraiment chercher dans son obscurité. Il faut vraiment il faut même aller traverser. Il faut puiser. Donc, c'est douloureux. C'est pas facile. Mais ce que je dis souvent, c'est que derrière l'obscurité, on trouve la lumière et c'est ce qui m'est arrivé. Même si ça demande de l'entretenir, cette lumière, et de la travailler quotidiennement. Et à mon sens, on la travaille toute la vie et c'est pour ça aussi que le yoga est là pour ça. Mais oui, c'est vraiment dans cette solitude que j'ai pu me faire face, me regarder et voir qui j'étais, puis toucher un petit peu du bout du doigt ce moi profond, ce qui m'animait vraiment. Je ne savais pas
qu'est-ce que j'aimais, pourquoi j'étais là. Alors je me posais tout un tas de questions existentielles. Et puis là, plus rien ne comptait. J'étais juste là dans l'instant présent et tout était beau pour moi. J'étais dans cet émerveillement du monde autour de moi. Et donc maintenant, aujourd'hui, vous arrivez à définir précisément qui vous êtes, ce que vous aimez? Oui, je pense, oui. Mais je me découvre. Vous pouvez le dire ou c'est trop personnel? Non, je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi j'œuvre aussi, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est mon moteur au quotidien. Alors quoi, par exemple? Alors, c'est vrai que pour moi, enseigner le yoga, tout d'abord, aider les autres, et j'ai trouvé une vraie thérapie aussi à travers ça, à travers l'enseignement. C'est ce qui me booste tous les jours. Et je me découvre aussi derrière ça, avec les autres, il y a un vrai cheminement qui se fait. Et c'est la beauté de l'enseignement et puis de la pratique du yoga. Tu as besoin de transmettre, en fait. Oui, totalement. Ce que j'ai découvert pendant tous ces voyages. Et puis ce que j'ai découvert à travers mes épreuves de vie, puisqu'on vit tous plus ou moins les mêmes choses, même si c'est pas totalement exactement la même chose dans les faits, mais dans l'émotion, dans ce qui se passe dans la tête, c'est relatif. On se comprend tous, et puis c'est aussi cette notion d'unité que j'ai découvert dans le yoga et qui m'a... j'ai compris qu'en aidant l'autre, c'était aussi moi que j'aidais. Donc cette notion d'interdépendance aussi. Marine, dont on parlait tout à l'heure et qui a raconté son parcours, lui avait donné un prénom à sa cèpe. Elle l'avait appelée Rosie. Rosie, oui. Vous vous souvenez? Ouais. Vous lui avez donné un nom à votre sclérose en plaques? Non, je ne lui ai pas donné de nom. Mais disons qu'on cohabite bien, un petit peu comme dit Marine. J'essaye de me faire copine avec tout ce qui se passe en moi, qui est un petit peu douloureux. J'essaye surtout pas de le mettre loin comme ça, de le cacher. Parfois, elle se manifeste, ou pas, j'en sais rien. On n'a pas de certitude, comme c'est une maladie qui est un petit peu complexe. Mais si elle arrive, eh bien, j'accepterai qu'elle est là. Et puis si elle repart... de la même façon, j'essaye de la vivre dans l'acceptation autant que je peux. Mais l'expérience de la douleur, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut partager avec les autres, par exemple? Ouais. Parce que on ressent tous plus ou moins les mêmes choses, même si c'est à des degrés différents. Je pense qu'on peut tous se comprendre à travers les épreuves, la douleur, la maladie, la mort aussi, beaucoup, donc totalement. On peut partager, vous arrivez à partager ça? Oui, puis je pense aussi que les gens ressentent ça aussi et que... C'est l'empathie. Exactement. Et puis ça se développe, cette compassion et cette empathie, notamment aussi à travers cette pleine conscience, totalement. Le yoga arrive à quel moment alors ? Dans mon voyage, je pratique à chaque fois dans chaque pays, que ce soit en Nouvelle-Zélande, à Bali. Donc j'essaye comme ça de prendre quelques cours. Et puis en Thaïlande, je fais un séjour un petit peu plus long. Donc chez les moines où je médite, et puis je fais aussi pas mal de yoga pendant une dizaine de jours. Chez les moines où je médite, c'est-à-dire que vous êtes allé taper... C'est un peu ça. Je voudrais méditer avec mon tapis, vous me prenez ? C'est un peu ça. J'avais un contact qui était passé dans ce village-là juste avant, et qui m'a dit, écoute, va voir les moines... tu y vas comme ça et puis tu verras, ils vont t'accueillir sans problème. Donc je suis arrivée, j'ai quand même envoyé un petit mail avant à une organisatrice du village, et puis elle m'a reçue, en effet, voilà, j'étais logée, nourrie, j'avais un maître qui me guidait dans les méditations. Donc au départ on était 2-3, puis après les gens font leur chemin, et je suis restée avec lui, et c'est lui qui m'a enseigné l'art de la méditation. D'accord. Ça s'enseigne aussi, l'art de méditer. D'une certaine manière, oui, même si c'est plutôt quelque chose qui se vit. Il y a quand même des choses... Il a mis des mots sur certaines choses, et ça m'a permis de comprendre un petit peu plus aussi ce qui se passait en moi, même si il me laissait aussi la totale liberté de découvrir la méditation. Mais voilà. Entre le moment où vous avez commencé à pratiquer le yoga et le moment où vous vous êtes dit que vous allez l'enseigner, il a fallu aussi vous former. Oui, c'est ça. Je me suis formée en France, dans le sud de la France, avec un professeur indien qui venait d'Inde. Et puis, j'ai aussi été en Inde, où j'ai été formée au yoga thérapie au féminin et à l'ayurveda. Et donc, ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis,
Encore une fois, j'ai beaucoup appris toute seule à travers mes lectures. Et puis, le fait d'expérimenter, je pense que le yoga, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente soi-même vraiment profondément avant de pouvoir le transmettre et pas quelque chose qu'on apprend par cœur dans les livres. Et comme tout chemin spirituel, on doit... voilà. Ça dépend après comment on voit le yoga, mais c'est quelque chose qu'on expérimente avant tout pour pouvoir l'enseigner et pas des belles phrases qu'on dit par cœur à la fin de son cours, en tout cas... pour moi, mais... Et l'Ayurveda, vous êtes allé le pratiquer en Inde ? J'ai appris, oui, en Inde. Après, attention, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur des dizaines d'années, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont médecins, hein, vraiment, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris les bases que je peux aussi appliquer à la pratique du yoga. Et c'est quand même assez intéressant de comprendre l'Ayurveda pour mieux comprendre sa pratique du yoga, pourquoi on fait du yoga, comment se maintenir en santé grâce au yoga, comment prévenir les maux et se comprendre aussi soi-même. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment un très bel outil à combiner avec la pratique du yoga. C'est la journée internationale du yoga demain, mais c'est vrai que c'est devenu un art de vivre qui est pratiqué par de plus en plus de gens, et c'est vrai que les réseaux sociaux nous donnent l'illusion que tout le monde fait du yoga aujourd'hui. On en parle aujourd'hui avec mon invité Kaina Khetan. Je rappelle que vous avez monté votre propre studio qui s'appelle Yogini Infinity. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux. On peut télécharger par exemple un e-book pour ceux qui veulent déjà se lancer dans le yoga. Oui, c'est ça. Je propose différents e-books en ligne que les gens peuvent télécharger, mais aussi des vidéos sur la chaîne Nomad Yoga qui est disponible sur mon site. Et puis, je propose ensuite des cours en présentiel, mais je suis aussi très active sur les réseaux avec des petits tutos, des petites vidéos pour faire découvrir un petit peu ce que c'est que le yoga, même si c'est quand même assez important de se faire guider dans la pratique du yoga, comme c'est un art de vivre qu'on apprend sur des années et des années. C'est pas seulement la posture, donc c'est assez important. Nous-mêmes, en tant que prof, on est guidés quand même à travers cette pratique. Donc, c'est un apprentissage de toute une vie. Vous organisez également aussi des retraites. C'est ça. J'organise des séjours en France, prochainement à l'étranger aussi. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est quelque chose que j'adore faire et que souvent mes élèves aiment beaucoup aussi. Le fait d'être en immersion totale, de vivre au cœur du yoga pendant 3, 4, 5 jours. Et puis, voilà, de ressentir tous les bienfaits du yoga. Et puis, c'est souvent une expérience qu'on n'oublie pas. Que j'ai assisté à de belles évolutions, de belles transformations à la suite de ces retraites. Donc ça, c'est assez chouette. Quand vous avez dit à votre entourage que votre avenir, c'était d'enseigner le yoga, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vous ont dit c'est pas un métier sérieux ? C'est vrai que c'était un petit peu l'incompréhension au départ, puisque quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de profs de yoga, et puis les reconversions n'étaient pas... il n'y avait pas autant de reconversions que ce qu'on voit actuellement. Donc j'étais un petit peu un ovni, arrêter des études de droit pour voyager, mais comment ? Mais c'est pas possible, tu fais n'importe quoi. Mais je croyais tellement en ce que je faisais, en ce qui se passait en moi aussi, que pour moi c'était une évidence et j'y allais tout simplement. C'était l'appel du cœur, comme je dis souvent, c'était mon appel du cœur. Est-ce que vous avez compris quelles sont les ressources que vous avez mobilisées en vous pour devenir votre propre médicament ? C'est quelque chose que vous avez compris, ça ? D'une certaine manière, la résilience, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une notion qui m'a accompagnée dans cette guérison. Le fait de pouvoir transcender la douleur physique, mais aussi psychique, et de faire de mon histoire un moteur. J'ai eu du mal à le conscientiser au départ. Puis ensuite, quand j'ai vu que ce que je proposais, et que cette histoire parlait aussi aux gens, parce que je ne faisais pas qu'enseigner, mais il y avait vraiment plus autour de ça. Et que, il y a un dialogue, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai vu que ça résonnait chez les gens et qu'il se passait aussi des choses chez eux. Et c'est là que je me suis dit, c'est quelque chose que je dois exploiter et que je dois mettre au service des autres, vraiment. Aujourd'hui, on parle d'histoires inspirantes. Ça fait que c'est comme tous les mots, mais c'est vrai qu'en ça, votre histoire est inspirante. Oui. Alors, il y a beaucoup de clichés sur le yoga. Tiens, j'en ai une de Dider qui réalise cette émission. Dider qui dit qu'il n'est pas assez souple.
Oui, alors ça, c'est vraiment ce qui bloque les gens à sauter le pas pour pratiquer le yoga. Donc, je pense que c'est le premier a priori. Je suis trop raide. Voilà, je suis trop raide. Je suis pas assez souple. Je peux pas faire de yoga. Ou parfois, j'entends oh là là, je suis trop forte. Mon ventre est trop imposant, etc. Et je dis souvent que finalement, c'est parce qu'on fait du yoga qu'on devient souple. C'est pas parce qu'on est souple qu'on fait du yoga. Et la souplesse du corps devient la souplesse de l'esprit. Donc c'est un entraînement à avoir. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour quelqu'un qui commence totalement raide, qui n'a pas de souplesse, que pour quelqu'un qui a un passé de gymnaste ou de danseur et qui se lance dans la pratique du yoga et qui appréhende le yoga qu'à travers la souplesse. Il y a cette notion d'ego qui va intervenir dans la pratique. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on essaye de faire dans le yoga, c'est de mettre de côté l'ego. Et si on est concentré seulement sur la souplesse, eh bien on passe à côté de l'essence du yoga. Ça dépend quel équipement on a. Dider, il a un collant mauve, donc c'est compliqué avec l'ego. Voyez, les hommes pensent que finalement le yoga c'était un sport de femmes. Alors qu'initialement c'était quand même une pratique d'hommes. Donc c'est vraiment les hommes. C'est-à-dire ça a été créé pour les hommes ? Ce sont les hommes qui ont retranscrit donc à l'écrit, notamment Patanjali dans les Yoga Sutras, la pratique du yoga. Et ce sont principalement des maîtres hommes qui ont diffusé le yoga en Inde, mais aussi en Occident. Donc initialement, c'était plutôt pour les hommes. Et ensuite, c'est devenu un petit peu plus populaire. Marilyn Monroe a pratiqué avec un maître indien qui avait ouvert un studio dans les années 50, 60 à Hollywood. Mais c'est super récent, ça, 50. Ouais. C'est pas ça. Bah oui, totalement. Ouais. Puis les Beatles aussi qui sont partis en Inde et qui ont fait connaître le yoga grâce à leur voyage en Inde. Yoga Sutra, c'est... Les Yoga Sutras, c'est les traités de yoga, c'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est des petites phrases qui sont répertoriées dans un petit écrit, écrit par Patanjali. Et puis, c'est un des premiers écrits qu'on trouve à peu près 200 ans avant Jésus-Christ et qui répertorie comment nettoyer un petit peu tous ces conditionnements-là, aller au-delà du mental et comment aborder la pratique du yoga. Parmi les clichés qui circulent sur le yoga, c'est que c'est une pratique pour véganes qui mangent des graines. Ouais, c'est tous ces clichés qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage parce que ça enferme un petit peu la pratique. Et puis les gens n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent justement qu'il faut absolument ne pas manger de viande ou manger un bol avec des fruits tous les matins. Germer. Et c'est un peu dommage parce que ça réduit beaucoup la pratique, alors que dans le yoga, au contraire, c'est pas à la personne de s'adapter au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à la personne. Donc si vous mangez de la viande et que vous avez envie de vous lancer dans la pratique du yoga, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prérequis pour entrer dans cette pratique du yoga. Au contraire, on vient comme on est et ensuite la pratique le yoga qui nous convient. Il y a autant de yoga que de pratiquants. C'est un sport ou vous le mettez dans la famille des sports, le yoga, ou pas ? C'est vrai qu'en Occident, il est plutôt considéré comme un sport, comme une pratique physique. Pour moi, à travers mon histoire, bien sûr, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, c'est que c'est un outil pour moi de développement personnel à part entière et dans lequel vraiment on peut s'épanouir et trouver un équilibre, une harmonie en soi, mais aussi avec le monde et trouver un vrai chemin de vie. On commence par quoi quand on veut se mettre au yoga alors ? Souvent, les gens commencent par la posture et c'est bien normal puisque c'est ce qui vient à nous en premier quand on voit les pratiques sur les réseaux, etc. Et c'est totalement OK de commencer par la posture. Et ensuite, on peut développer en s'intéressant notamment à la philosophie du yoga et à toute la spiritualité derrière le yoga. Mais principalement, c'est la posture généralement qui vient à nous en fonction de notre histoire et de ce qu'on recherche. Mais en revanche, c'est totalement OK de faire le yoga seulement pour la pratique physique, la souplesse. Chacun prend la pratique avec ce qu'il a besoin d'avoir et de ressentir. Quels sont les bienfaits finalement que vous retirez, vous, du yoga ? À titre personnel. Ce que je retire du yoga, déjà, c'est une connaissance de soi, avant tout. Et puis, une forme d'équilibre, d'harmonie
avec soi-même et surtout de compréhension de soi, ce que j'avais pas avant justement, avant la pratique du yoga. Ce que j'ai découvert, c'est vraiment moi-même grâce au yoga. Et c'est un peu comme la méditation, quand on se découvre soi-même, on comprend mieux le monde qui nous entoure. Mmh. Et le yoga, ça va forcément avec la méditation ou ça peut être indépendant ? La méditation fait partie du yoga. Souvent, on a tendance à dissocier le yoga et la méditation, mais la méditation est une branche du yoga à part entière. Il y a 8 branches principales dans le yoga et la méditation en fait partie, tout comme la posture. La posture fait partie d'une des branches du yoga, mais il y a aussi la respiration, qu'on appelle les pranayamas en sanskrit, les principes de vie qu'on va s'appliquer à soi-même, pour soi-même, et les principes de vie qu'on va appliquer en société, et puis le fait d'aller vers une forme de réalisation de soi et d'illumination, on appelle ça le samadhi. C'est un petit peu le but de la pratique du yoga. Bien, ça fait du bien de parler du yoga pendant 1 heure. Pour tous ceux qui nous écoutent, donc on vous retrouve où, Kaina ? Alors on me retrouve sur mon site yogini-infinity.net, sur les réseaux sociaux aussi, donc sur Instagram Yogini Infinity, et puis il y a toutes les retraites, les cours qui sont disponibles en ligne, les stages, donc voilà. Ouais, on ne dira jamais assez comment les réseaux sociaux ont sauvé la pratique du yoga, puisque les studios étaient tous fermés, hein. Oui, c'est vrai que pendant le Covid, énormément de pratiquants sont passés en ligne et en effet, ça nous a énormément aidé pour ensuite pouvoir reprendre après Covid. Bien. Quel est le mot qu'il faut qu'on apprenne sur le yoga aujourd'hui ? Il y a un mot pour dire au revoir ou pour... On peut dire namasté, même si c'est un mot qu'on entend très souvent. En fait, namasté, ça veut dire mon âme salue ton âme. Je te salue. Mon âme te reconnaît ton âme. Donc je trouve que c'est assez beau dans la symbolique, même si c'est vrai que c'est devenu un petit peu populaire et qu'on ne sait pas trop pourquoi on dit namasté, même si on le dit comme si on dirait bonjour, c'est ce qu'ils font en Inde d'ailleurs. Mais dans la symbolique, je trouve ça assez beau de dire je te reconnais. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Kaina d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.